Vous regardez Africa Today Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer et bienvenue dans cette nouvelle édition de nos informations. Enfin, ça y est, la longue crise au sommet de la CENI a enfin atteint son épilogue. Maître Amadou Salifou Kébé a été officiellement installé dans ses fonctions de président élu de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi. C'était au terme d'une cérémonie de passation de service entre lui et son prédécesseur Bakary Fofana. Après 5 ans passés à la tête de l'institution, Bakary Fofana doit désormais se soumettre aux ordres de Salifou Kébé. Bountourabi Keita nous fait le point. Maître Salifou Kébé, si présent, que nous reconnaîtrons désormais toutes et tous comme le président de la CENI guinéenne. S'il vous plaît. Sous le regard de Bakary Fofana, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation installe Maître Amadou Salif Kébé dans ses fonctions de président de la CENI. Cet acte est la confirmation du dénouement d'une crise qui a secoué cette institution depuis un certain temps. Le président sortant s'en va en dressant son bilan. Premièrement, la relance du dialogue politique et la redynamisation du processus électoral. En 2013 et 2014, le nouvel élan ainsi créé a constitué la base pour la stabilisation des rapports focalisés sur les conditions d'organisation des élections législatives. Ces élections se sont déroulées dans les conditions globalement satisfaisantes et leurs résultats ont été acceptés par l'ensemble des acteurs politiques. En 2015, nous avons entrepris des opérations de révision des listes électorales après le recrutement d'un nouvel opérateur Gemalto qui a remplacé Wemart Sabari Technologies. L'organisation de l'élection présidentielle en octobre 2015, dont les résultats ont été acceptés par l'ensemble des acteurs concernés. Bakary Fofana, en passant le témoin à son désormais remplaçant, rappelle aussi les défis auxquels l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée fait face. Au titre des défis, le défi de l'heure est le paiement des arriérés de salaire du personnel des démembrements. La poursuite de la politique de renforcement des capacités des membres de la CENI. Pour les 3 prochaines années, la CENI devrait organiser 3 consultations électorales majeures qui seront pour le pays, au-delà des aspects humains, politiques, logistiques et financiers, un test de maturité démocratique. Il s'agit donc des élections locales dans le contexte de la loi électorale amendée, les élections législatives et présidentielles respectivement en 2018 et 2020. Le président entrant, Maître Amadou Salif Kébé, reste conscient de tous ces défis et mesure l'immensité de la responsabilité de son institution. C'est pourquoi il sollicite une cohésion parfaite entre tous les commissaires pour atteindre ses objectifs. Vous conviendrez également avec moi que cette mission noble ne peut être accomplie que lorsque la stabilité, la cohésion, l'inclusivité et la confiance mutuelle entre les membres de l'institution sont assurées. Je puis vous rassurer, chers collègues, que je m'y emploierai sans relâche, car je suis conscient du fait que nos dignités individuelles et collectives, tant souhaitées, en dépendent. Ensemble, chers collègues commissaires, pour rester fidèles à cette vision, nos actes de tous les jours doivent rimer avec les vertus de transparence, d'indépendance, d'impartialité, de professionnalisme et de rigueur. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation exhorte le président entrant à cultiver cet esprit de fraternité entre les commissaires de la CENI pour le bien-être de l'institution et de la Guinée tout entière. Il faut dire, Bountourabi Keita, pour être plus complet sur cet élément, que juste après la passation des services, Bakary Fofana a mis un terme à ses travaux à la CENI. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante vient de rendre sa démission et quitte carrément l'institution, ce qui complète du coup à 4 le nombre de postes de commissaires vacants à la CENI. Nous reviendrons plus en détail sur cette démission de Bakary Fofana dans nos prochaines éditions d'information.
Tous les enfants doivent aller à l'école en Guinée. C'est l'engagement qu'ont pris les autorités guinéennes devant la communauté internationale. Et cet engagement s'est traduit aujourd'hui par un défi pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est le ministre Ibrahima Khalil Konaté lui-même qui l'a réitéré lors d'une récente visite sur les chantiers d'extension de certains établissements scolaires de Conakry. Mamadou Alphaba pour plus de détails. 3 ans pour les autorités en place pour universaliser l'éducation dans le pays. C'est dans cette perspective que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation se fixe pour ambition la construction et la rénovation des infrastructures scolaires. Pour la capitale guinéenne, un peu plus de 100 salles de classe seront livrées aux élèves d'ici la fin de l'année 2017. À Conakry, c'est beaucoup d'écoles en construction. En termes de salles de classe, déjà, ceux qui sont envisagés pour la rentrée scolaire, on avoisine à peu près à 100 salles de classe à la rentrée. Sinon, vous avez 24 salles de classe à Bianzin, 24 salles à Bonfi. Il y a 12 salles de classe ici, il y a 12 salles de classe à Bessiaport qu'on a vu. Nous avons 12 salles de classe à Flamadina, 12 salles de classe à Kobaya, 12 salles de classe à Nongor. Ces capacités d'accueil que ces capacités d'accueil qui peuvent être estimées à 7500 élèves. Cet élargissement des capacités d'accueil des apprenants permettra aussi de décongestionner les différentes salles de classe dans la capitale guinéenne et aussi dans l'arrière-pays. En ce qui concerne les partenaires techniques et financiers, les engagements et gestes ne tarissent pas pour requalifier le système éducatif national. Notre département vient de bénéficier de 10 millions d'euros avec les Allemands KfW et on a déjà il y a une autre institution, la Banque mondiale qui se décide de mettre 15 millions à notre disposition. Il y a le plan international qui commence aussi à travailler à Zérokouri et à Kankan pour ça, Farana et Kissigou. Avec les efforts fournis et initiatives entreprises, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation espère que le pari de 100% des taux de scolarisation sera bientôt atteint. On a un contrat avec les institutions internationales par rapport à la scolarisation universelle. Donc nous ambitionnons les 100% de scolarisation et je suis au regret de vous dire que nous sommes à 60 ou 65% de taux de scolarisation en République de Guinée. Donc les nouvelles infrastructures là peuvent nous permettre d'atteindre l'objectif 100% de scolarisation dans 2 ans ou 3 ans. Selon des observateurs, le décret du président de la République nommant récemment les inspecteurs régionaux de l'éducation vient en quelque sorte matérialiser la volonté des autorités de faire la scolarisation universelle une réalité en Guinée. Les activistes de la protection de l'environnement mettent les bouchées doubles pour être au rendez-vous de la COP21 à Bonn, en Allemagne, en 2018. C'est dans cette optique qu'une table ronde s'est ouverte ce jeudi à Conakry. Autour de la table, des acteurs d'ONG, de la société civile, des décideurs politiques, représentants d'entreprises, ainsi que des institutions internationales. Un seul objectif, appréhender les problèmes environnementaux en vue de proposer une contribution déterminée de la Guinée à la prochaine conférence des partis. Fatou Kébé, explication. Voilà. Alors, ça va? On peut commencer? D'accord. Alors, à présent. Créer un cadre de dialogue pour décider les problématiques récurrentes qui assaillent l'environnement guinéen, c'est l'objectif que se fixent les membres de l'ONG Initiative communautaire pour la paix et le développement en Guinée à travers cette table ronde. Une initiative qui vise à attirer l'attention de tous sur les enjeux environnementaux qui pèsent aujourd'hui sur le pays. L'ONG que nous sommes a voulu, à travers cette table ronde, lancer un message et attirer l'attention de tout un chacun sur les menaces environnementales qui se dessinent à grande échelle sur notre pays en particulier et dans le monde en général. À tour de rôle, les invités issus des différents secteurs de la vie socio-politique, économique et de la société civile se sont exprimés. Et parmi les préoccupations soulevées figure la pollution des cours d'eau. Quand vous commencez, je crois que c'est de Koya, vous venez jusqu'à Kaloum ici, de Kaloum jusqu'au fond là, vous pouvez parcourir à peu près 10 à 15 km dans le régime normal. Tout ce que nous trouvons là-bas comme poissons,
en réalité, ne méritent pas d'être consommés. Pour le secrétaire général du département de l'environnement représentant la ministre de tutelle à cet événement, la tenue de cette table ronde sur la politique environnementale est salutaire. Et c'est pourquoi Seydou Barry Sidibé a rappelé les engagements pris par la Guinée au plan international. Nous avons pris des engagements. Le gouvernement a pris des engagements par rapport justement aux accords de Paris. Et il faudrait que ces accords-là, ces engagements soient effectivement respectés. Et comment il faudrait les respecter? C'est d'appliquer réellement les mesures allant dans le sens de la réduction ou de la lutte contre les changements climatiques. À l'issue de cette rencontre, l'ONG CIPAD Guinée compte réaliser un film documentaire pour pouvoir apporter sa contribution lors de la COP 23 prévue en novembre prochain en Allemagne. Voilà, comme pour dire que la COP 23, c'est pour très bientôt. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale apporte une aide aux pensionnés de Guinée. Pour exprimer sa présence à leur côté, la Caisse a offert ce jeudi un important lot de parapluies aux épouses des pensionnés décédés. Et le geste, bien que symbolique, a été hautement salué par les bénéficiaires. Oumar Sow. C'est la première fois que ces veuves viennent percevoir la pension de leur mari, une occasion mise à profit par la Caisse nationale de sécurité sociale pour octroyer des parapluies à ces femmes, une manière pour l'institution de venir en aide à ces subventionnés, surtout en cette période de grande pluie. Comme c'est pendant la saison pluvieuse, nous avons jugé nécessaire de leur apporter un parapluie par veuve. Et ça, nous avons 300 veuves ici, donc on a prévu 300 parapluies pour chaque veuve. Un geste qui consolide les différents assurés sociaux. Certains d'entre eux, venus pour obtenir leur pension, disent être émus par cette action. Ces parapluies nous seront bénéfiques. Désormais, on n'aura plus à être trempé par la pluie. Je remercie vraiment la Caisse nationale de sécurité sociale pour ce cadeau. Une action qui, selon les initiateurs, vise à créer un rapprochement entre les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et ses assurés. Mais des formalités sont à remplir par ces femmes avant d'être dotées de leur pension. Il s'agit d'une vérification et du remplissage de certains dossiers. Cette première étape de paiement des pensions a touché les veuves et plus particulièrement celles qui sont à leur première expérience. Parlons sécurité routière à présent avec ce cri de cœur de l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité. Selon son président, plusieurs facteurs expliquent aujourd'hui la persistance des embouteillages dans la capitale guinéenne. Mamoudou Keïta énumère notamment les mauvais stationnements, le manque de courtoisie dans la circulation ou encore le manque de services de transport public que connaît actuellement d'ailleurs Conakry. Saloum Kondé, explication. Se balader aujourd'hui à Conakry, qu'il soit en véhicule, sur la moto ou à pied, est devenu un véritable parcours de combattants ces dernières années. Surtout au niveau des carrefours et certains ronds-points où des bouchons se forment quotidiennement, les usagers sont parfois obligés d'attendre longtemps pour arriver à destination. Une situation qui s'expliquerait selon des spécialistes par le non-respect d'un certain nombre de facteurs. Les embouteillages sur nos routes. Quand vous voyez comment les gens ils font des stationnements gênants, parce que le stationnement, c'est à la fois un facteur qui ralentit le flux de véhicules, le trafic, mais aussi qui peut provoquer un accident. Parce que si vous stationnez quelque part où vous n'avez pas mis de présignalisation, mais les gens ils viennent, ils ne sont pas informés qu'il y a un véhicule qui est garé, donc ça peut provoquer une collision. Mais quand vous voyez aussi le manque de courtoisie qui domine la circulation en République de Guinée, enfin à Conakry essentiellement, c'est clair qu'on ne peut qu'être confronté à ce genre d'embouteillage. Il y a aussi la morphologie de la capitale et l'insuffisance du réseau routier qui explique en grande partie le ralentissement du trafic routier à Conakry, précise Mamoudou Keïta. Conakry, c'est une sorte de ville macrocéphale avec une grosse tête et une banlieue où toute l'administration est concentrée sur Kaloum. Ben forcément, vous êtes confronté à ce qu'on appelle en mobilité le mouvement pendulaire, c'est-à-dire le matin tout le monde monte et le soir tout le monde descend. Donc tous ces facteurs-là conjugués, sans compter aussi le fait qu'il n'y ait pas un service de transport structurant à Conakry. Ça, moi, je ne comprends pas pourquoi. D'autant que le développement du réseau routier n'a pas suivi. Pour le président de l'Observatoire de la sécurité routière et de la mobilité urbaine, qui s'active dans ces domaines il y a un peu plus de 2 ans, l'utilisation des voitures personnelles provoque aussi la saturation de la route.
Santé à présent, le dispensaire Saint-Gabriel de Matoto aura bientôt 30 ans d'activité sur le sol guinéen. C'est un établissement hospitalier ouvert à tous, mais surtout aux démunis. Avec en son sein plusieurs services, le centre, selon son directeur, enregistre environ 1600 accouchements par an. Quant aux consultations et prises en charge prénatales, elles se comptent par centaines chaque jour avec des frais abordables. Notre rédaction y a fait un tour des constats. Suivez le reportage de Aïssata Fofana. C'est ici, dans ce centre hospitalier appelé Saint-Gabriel, dans la plus grande commune de la capitale Matoto, que bon nombre de citoyens viennent se soigner. Par jour, il accueille plus de 400 patients et pour la plupart des femmes enceintes, des enfants malnutris ou encore des drépanocytaires. À cela, il faut ajouter les autres cas comme ceux des enfants brûlés dont le nombre ne cesse de croître. Ils sont malheureusement beaucoup, environ statistiquement 70 par mois. Les brûlés ici, on le sait, vu l'exiguïté des locaux. Donc tout est chauffé à l'extérieur, que ce soit l'huile ou l'eau. Et naturellement, comme les enfants jouent à l'endroit même où l'eau chaude est, où l'huile chaude est, il arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que les enfants chahutent ou sont déséquilibrés et tombent ou font tomber l'endroit où se trouve la marmite pleine d'eau ou pleine d'huile. Donc il y a des conséquences d'enfants brûlés plus ou moins gravement. Lorsqu'ils sont trop brûlés, nous les référons. Dans le service de la maternité, 8 sages-femmes s'occupent des futures mères. Elles assurent, d'après René Voléon, 1600 accouchements par an. La maternité ici, il y a 8 sages-femmes, 8 ATS et nous pratiquons 1600 accouchements par an. Et nous référons à peu près 1200 personnes que nous ne pourrons pas faire accoucher ici pour raison de césarienne, d'enfants qui se présentent mal ou d'autres pathologies de naissance qui sont défaillantes, les mort-nés notamment, et puis d'autres pathologies qui nous empêchent d'intervenir, nous, à notre niveau. Créé en 1987 à l'initiative du cardinal Robert Sarah, du gouvernement guinéen de l'époque et du partenaire français Fidesco, le dispensaire Saint-Gabriel aura 30 ans le 9 septembre prochain. Une date historique que compte célébrer le personnel de ce centre au nombre de 85 et des associations partenaires qui, elles aussi, envisagent faciliter l'accès aux soins pour les plus démunis, comme le fait Saint-Gabriel. Sport à présent, prélude à la double confrontation face à la Libye au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le sélectionneur du Sili national de Guinée a officialisé ce jeudi une liste de 22 joueurs. Par la même occasion, le secrétaire général de la FEGIFOOT a annoncé les menaces de la FIFA pour une éventuelle suspension du stade du 28 septembre de Conakry. Moussa Sefa Kamara, explication. C'est au compte des matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 que ces 22 acteurs ont été choisis par le coach Kamfourlape Bangoura pour affronter la Libye. La seule nouveauté sur cette liste, on note la présence de Amadou Sekou Kamara Trezeguet de Oreya, le joueur de Lorient Ibrahima Souri Conté en Ligue 2 française, ainsi que Luceni Keita qui évolue à Luxembourg, première division. Pour l'entraîneur national, ces rencontres vont certes améliorer le niveau de jeu de l'équipe et une double victoire permettra au pays d'espérer pour la suite de la compétition. Je crois que ces deux matchs, cette double confrontation nous permettra non seulement de garder la dynamique que nous avons, le secrétaire général l'a dit quelque part, nous replacer bien dans le classement FIFA, mais certes, tout n'est pas perdu pour la Coupe du Monde. Si nous avons la possibilité de gagner non seulement cette double confrontation et attendre le résultat des autres et gagner nos 2 derniers matchs, je pense qu'il y a une possibilité de qualification, peut-être qui est très réduite. Je crois le groupe que j'ai rencontré après avoir discuté avec tous les joueurs, ils se sentent tous bien, ils ont tous la volonté de venir, sauf peut-être à la dernière minute, il peut y avoir une défection, c'est la vie des êtres humains. S'agissant des menaces qui guettent le seul stade homologué par la FIFA pouvant abriter des matchs internationaux, Ibrahima Bari Blasco, secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, prévient. La FIFA est très claire dans son courrier que s'il y a un seul jet de projectiles sur les prochains matchs de l'équipe nationale à Conakry, malheureusement la Guinée ne pourra plus accueillir ces rencontres.
sur ce seul et unique stade fonctionnel dont nous disposons aujourd'hui. Ça va être ailleurs. Et c'est pourquoi, à la prochaine réunion du comité exécutif, nous allons proposer que des tickets d'entrée soient imprimés même en dehors de la Guinée, pour éviter toute falsification. Parce que c'est moins un problème d'argent qu'un problème de sécurité. S'il y a plus de personnes au stade que de billets émis, ça crée des problèmes de sécurité et ça peut provoquer des risques de bousculade, comme la dernière fois. Et je ne souhaite pas qu'on nous dise qu'après un match de football, il y a eu des morts chez nous. Les absents dans cette liste, il s'agit de Mohamed Yatara, Idrissa Silla, Constant Kevin et les frères Toba qui n'ont pas été retenus par l'entraîneur national pour ces deux matchs. La manche aller est prévue le jeudi 30 août à Conakry et le retour en Tunisie le 4 septembre prochain. Émotion et recueillement à Freetown, en Sierra Leone, frappé par des inondations et glissements de terrain. Pendant une minute, tout s'est arrêté. C'était une minute de silence en hommage aux victimes. Le dernier bilan est de plus de 400 morts, dont une centaine d'enfants. 600 personnes manquent encore à l'appel. Suivez. La coulée de boue est désormais sèche, mais il faut imaginer un morceau de montagne qui se déchire littéralement. Et des inondations qui emportent des maisons et des centaines de vies sur leur passage. C'était lundi, une catastrophe en Sierra Leone due à 3 jours de pluie torrentielle dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Trois jours plus tard, la Sierra Leone pleure ses morts et les cherche encore. Où sont les tracteurs? Mon enfant est sous la boue. Il venait juste d'entrer au collège. Ça me fait tellement mal de voir ça. Les tracteurs sont à l'œuvre un peu plus loin, à la recherche de quelques 600 personnes portées disparues, probablement mortes. Parmi les 300 victimes déjà retrouvées, une centaine d'enfants. Pour les survivants, le choc et la peine sont immenses. J'avais de la famille qui vivait ici. Ma petite sœur et son mari qui sont morts. Le chef de l'État s'est rendu dans le quartier dévasté de Régent. Visiblement ému, il a avoué être débordé avant de faire appel à l'aide internationale. La Sierra Leone a commencé à enterrer ses morts. Mais devant la morgue principale, la file s'allonge pour identifier les victimes. Au Burkina Faso, avec ces témoignages glaçants des 2 rescapés de l'attaque terroriste à Ouagadougou qui a fait 18 morts dimanche dernier. Là, ils ont vécu l'enfer au restaurant Aziz Istanbul. Suivez. Un à un, le mobilier est sorti. Au milieu des débris, les employés s'affairent pour tout nettoyer, ranger. Tous sont venus prêter main forte de manière volontaire. Ce soir-là, Séraphin et Fon se trouvaient en cuisine. Dès les premiers tirs, il réussit à fuir dans l'arrière-cour et se cacher dans ce conteneur. Un conteneur qui va le protéger des tirs. Il y avait des étincelles. À chaque fois quand il y a des tirs, il y avait des étincelles dans le conteneur. Mais il y avait pas, ça ne perçait quand même pas le conteneur. Sur les chaises, les impacts de balles sont encore visibles. Ces images amateurs tournées à l'intérieur du restaurant témoignent de la violence de l'attaque. Séraphin est encore sous le choc. Je ne peux plus dormir parce que je rêve un peu ce qui s'est passé. Et à quelques fois, quand j'entends un peu de bruit, c'est tout comme les tirs ont recommencé. C'est un peu le problème que j'ai maintenant. Après le restaurant, les terroristes se sont retranchés ici, dans les étages de cet immeuble. C'est ici aussi qu'ils seront abattus par les forces de sécurité entre 3 et 4 heures du matin. Daouda était lui aussi en cuisine ce soir-là. Il accepte de témoigner, mais à visage caché. Même si je vais travailler peut-être dans la journée maintenant, sinon la nuit là, ça me fait peur maintenant. Ça me fait trop peur. Tous se demandent aujourd'hui comment un tel massacre a pu avoir lieu. Plusieurs sources affirment que les 2 policiers normalement stationnés devant auraient fui dès les premiers tirs. L'enquête devra le préciser.
Du jamais vu, dirait-on à la Cour pénale internationale, le djihadiste malien Ahmad Ahmadi, dans le procès historique qui s'est ouvert l'an dernier devant la CPI, vient d'être reconnu responsable de 2,7 millions d'euros de dégâts. En 2012, il avait détruit le mausolée classé au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Suivez. Les images ont fait le tour du monde et ému la communauté internationale. Nous sommes en 2012 et les djihadistes d'Ansardine entament la destruction des mausolées et de la mosquée de Tombouctou, joyau datant du 5e siècle. En septembre 2016, la Cour pénale internationale condamne le djihadiste Ahmad al-Mahdi. Ce jeudi, elle ordonne la réparation des préjudices moraux et matériels. La Cour reconnaît que la destruction des bâtiments protégés a causé de la souffrance aux personnes à travers le Mali et la communauté internationale. Et nous estimons Mahdi responsable pour les réparations à hauteur de 2,7 millions d'euros. La décision n'est encore qu'un cadre général. C'est le fonds au profit des victimes qui est en charge de l'application de l'ordonnance. Il devra consulter les différentes communautés pour rédiger sa mise en œuvre et soumettre une première version à la Cour en février 2018. Ces réparations doivent permettre de réhabiliter les sites et de soutenir financièrement les populations qui vivent aux alentours. Une première dans le cadre d'un procès pour destruction de biens culturels. C'est une décision qui est très importante parce qu'elle reconnaît les préjudices qui ont été subis par les gardiens des temples, des mausolées, mais aussi la population du Tombouctou dans son ensemble, et même au-delà, le Mali et la communauté internationale. Et elle reconnaît vraiment le lien très étroit qu'il existait entre ces mausolées, cette mosquée et la population qui vivait auprès de ces lieux saints. Si la décision de la CPI ne doit pas occulter les autres enquêtes qui doivent être menées dans le Nord Mali, elle devrait en tout cas créer un précédent pour d'autres sites culturels détruits comme Palmyre. D'un quotidien macabre sur le littoral tunisien, c'est bien Chaouzdine Marzouk qui recueille des morts de la Méditerranée. C'est un ancien pêcheur et bénévole de la Croix-Rouge qui se bat pour enterrer les corps de ces hommes, femmes et enfants qui ont tenté de rejoindre l'Europe. Suivez le récit. C'est dans cette terre aride qu'il creuse les tombes, non loin d'une décharge. Chamseddine fait cela depuis 12 ans maintenant, enterrer dignement les migrants morts au large de la Tunisie. Nous ne demandons rien d'autre qu'un cimetière qui respecte la dignité des êtres humains. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Peu importe la religion, on ne va pas prier pour la personne, nous on l'enterre. On le respecte et le respect est un devoir. Il n'y a pas de date, pas de nom, juste un numéro. Cet ancien pêcheur a ainsi offert une sépulture à des centaines de migrants, sans savoir qui ils étaient. Mes frères, aidez-nous pour que l'on puisse faire des prélèvements ADN lorsqu'on les enterre. Au port de Zarzis, les pêcheurs sont en première ligne. La frontière libyenne n'est pas loin. C'est de là que partent les nombreux bateaux chargés d'hommes, de femmes, d'enfants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Les pêcheurs viennent en aide à tous ces candidats à l'exil ou repêchent les cadavres au large. Les autorités n'ont pas les moyens de les enterrer et les cimetières sont traditionnellement familiaux dans la région. Nous sommes justement à la recherche d'un terrain qu'on pourra acheter. Nous allons lancer donc un appel de fonds du public, de tout le monde, donc même au niveau international, pour nous aider à acheter un terrain, disons 50 sur 50 mètres. Un vrai cimetière pour les migrants, c'est l'espoir de Chamseddine, lui qui n'a oublié aucune des personnes qu'il a enterrées ici. Voilà, merci de votre attention. Mais vous pouvez continuer à suivre cette édition d'information sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Merci de votre attention et au revoir.